Bonjour et bonsoir à tous et toutes. Bienvenue dans ce 37e épisode de Kiss My Ace, le podcast de Jeux Blancs. Jeux Blancs, média de tennis que vous pouvez retrouver un peu partout sur son site web, sur Twitter, sur Instagram, sur tous les réseaux. Euh, Aujourd'hui, on va revenir sur la première semaine de l'Open d'Australie, qui nous a déjà livré quelques excellents matchs et quelques belles surprises. Pour parler de ça, bien sûr, je ne serai pas seul, je serai accompagné de Thomas. Comment ça va, Thomas? Bah, salut Auguste, je vais très bien. Je suis très heureux de pouvoir regarder les matchs de l'Open d'Australie actuellement. Le Happy Slam, l'un des meilleurs grands chelems, si ce n'est pour moi le meilleur grand chelem de l'année, avec Roland Garros. Et oui, il s'est passé plein de choses et je pense qu'on a eu de la chance sur cette édition, une très belle édition 2025. Bien sûr, et c'est pas fini parce que là, bah, il reste le plus croustillant avec à partir des quarts de finale. Justement, aujourd'hui, on va laisser ça juste pour la toute fin de l'émission. On va surtout revenir sur ce qui s'est déjà passé. euh, sur la première semaine. Et donc, on va faire ça un peu en mode top et flop, un peu généraux. Et on va commencer, bien sûr, avec le grand fait marquant de cette Open d'Australie. C'est vraiment la passation de pouvoir qui semble se produire. Parce que, bien sûr, on a toujours Sinner et Alcaraz qui sont en course. Sinner qui, à l'heure où on enregistre, a battu Rune, pardon, il y a quelques heures. Euh, et donc voilà, on a eu plein de jeunes sur le tournoi. On a eu du Fonseca, Menchik, même un Bassadari qui a fait une très bonne figure contre Djokovic au premier tour. Et bien sûr, Lennart Tien qui allait jusqu'en huitième de finale avant de perdre contre Sonego. Et à côté de ça, on a eu enfin, une grosse partie de la génération 90, les Tsitsipas, Medvedev, Fritz et autres qui ont perdu très tôt dans le tournoi. Il y a que Zverev qui relève un peu le niveau de cette génération. Et donc voilà, on va un peu revenir sur ça, peut-être plus au cas par cas. On va peut-être se commencer par Medvedev, qui est peut-être la plus grosse déception, parce que en lui qu'on avait peut-être le plus d'attentes, surtout à l'Open d'Australie. Donc il fait 5-7 contre Sam Rage, le 418e mondial au premier tour. Ensuite il perd contre Tien en 5-7 encore. Thomas, toi, je sais que Daniel, c'était normalement un peu ton poulain. J'imagine que tu es déçu de ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Daniel? Ah, à la fois, oui, je suis déçu par sa performance. Passer de finaliste de l'Open d'Australie, surtout triple finaliste, à perdre au second tour contre, même si c'est un nouveau joueur, un jeune joueur, c'est pas normal, quoi, pour Medvedev. Mais en même temps, ça devient logique. Moi, je parle depuis pas mal de mois maintenant, depuis le milieu de 2024, du déclin de Medvedev. Un déclin qui a commencé à partir de 2022, depuis son hernie discale. Il a commencé donc ses pourcentages au service ont drastiquement baissé, hein, j'ai pas les chiffres, mais vraiment, il y a eu un avant et un après un après hernie. D'ailleurs, on s'en remet vraiment jamais vraiment d'une hernie, hein, donc c'est déjà incroyable qu'il puisse rejouer encore à ce niveau-là, toujours dans le top 10 mondial. Mais là, en fait, ce match illustre bien l'absence de marche qu'il a désormais. Avant, hein, c'est un match qu'il aurait gagné. Ok, il aurait perdu peut-être un set, mais il l'aurait gagné à partir de la troisième manche. Il aurait mis 6-1, 6-2, quoi. Il avait un service tellement performant que bon, bah, il pouvait rusher ses jeux de service en une minute, 2 minutes, puis après concentrer toute son énergie sur le retour pour pouvoir vraiment bah, emplafonner le joueur en face, le faire travailler dans la diagonale revers, donc la diagonale, hein, comme on l'appelle. Sûr. Et voilà. Et maintenant, bah, il peut plus faire ça. Il peut plus. Il est obligé il est obligé tout le temps de relancer. Et il est toujours obligé de batailler sur ses jeux de service. Donc, il a perdu cette marge. Donc maintenant, il est prenable par des joueurs avant qui n'auraient jamais pu le prendre. Et contre un match-up comme Lerner Tien, je sais pas ce que t'en penses, toi, mais moi, je pense que c'est le match-up parfait pour battre Danil. C'est un peu à l'image des Manarino, des Gilles Simon à l'époque, qui vraiment embêtaient beaucoup Danil parce qu'il ne génère pas de puissance. Et comme il ne génère pas de puissance, bah, Danil est obligé de sortir de sa passivité et bah, il n'arrive pas à créer de la puissance et à générer des coups gagnants. Ce qu'il a fait trop peu durant le match. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je Ouais, pense que c'est le déclassement de Medvedev. T'as raison. bien sûr. Parce que, en fait, le point le plus choquant contre Tienne, c'est vraiment que Tienne l'a battu à son propre jeu. C'est ça. C'est que il y a beaucoup de points. Alors même si par moments Tienne était plus offensif, mais il y a eu beaucoup de rallyes. Il me semble qu'il y a plus d'un tiers des points de ce match qui a fait plus de 9 frappes.
ce qui est énorme. Et sur cette partie-là, c'est Tien qui en a gagné le plus. Alors que normalement, ça, c'est la base du jeu de Medvedev. Enfin, c'est vraiment sa zone de confort. Et là, il y a un petit jeune de 19 ans qui arrive et qui le bat à ça. Bon, franchement, c'était assez surprenant. Et oui, enfin, après, je suis d'accord avec toi. Il a plus de marge sur son service. Il a plus de marge dans le jeu tout court, parce que maintenant tout le monde sait comment le jouer, et comme d'autres joueurs sur le circuit, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, il n'arrive pas à avoir un plan B actuellement. Euh, et donc, bah, c'est triste à dire, mais il fait plus peur. Enfin, aujourd'hui, même le 418e joueur mondial, qui certes était dans un bon jour, mais qui reste beaucoup plus loin du niveau de Medvedev, peut venir sur le court et dire oui. J'ai Medvedev en face et je vais le battre. Il n'y a aucun problème. Alors qu'il y a encore un an et demi, mais le Samurai, il se prenait 6-1, 6-0, 6-2 et en 1h20, il s'était plié, au revoir. Mm. Et là, bah non. Là, bon, certes, Samurai je perds, mais en 5-7 et il y a cru fort parce qu'il menait 2-7-1. Et je pense que dans sa tête, il s'est vraiment vu gagner. Et ça doit être dur pour Medvedev d'être là et de se dire que là, contre n'importe qui sur circuit, et même contre des joueurs qui n'en jouent sur circuit secondaire, voire tertiaire, il peut être en galère comme ça. Moi, Donc, je pense aussi que ça vient du fait que c'est plus, le tennis, c'est plus une priorité aussi. Il vient d'avoir son deuxième enfant. Je pense que là, il est en train de se résigner. C'est une forme de résignation aussi. Il s'achemine tranquillement vers son post-prime. Il a 29 ans. Il va bientôt, voilà, il approche de la trentaine. Il a un jeu physique, trop physique. L'âge avançant, ça va commencer à décliner aussi au niveau des déplacements, etc. Donc, il pourra jamais retrouver le service qu'il avait en 2021 quand c'était pique Medvedev, que vraiment il était injouable. On se rappelle la finale contre Djokovic où il lâchait des secondes balles à la Sampras, c'était quelque chose. Maintenant, je pense que voilà, il va rester dans le top 10 encore quelques années. Voilà, il n'y a pas de raison. Il a un socle tennistique qui est quand même très bon sur la plupart des surfaces, surtout sur dur. Donc, je pense quand même qu'il va rester encore top 10, mais en tout cas, oui, ce sera plus un top 5 et ce sera peut-être même plus un contender en Grand Chelem. Voilà, il sera outsider lointain, mais selon moi, il ne sera plus prétendant au Grand Chelem. Voilà. ouais. Après, ça, je trouve quand même triste que pour un joueur, ancien vainqueur de Grand Chelem et quelques 29 ans, de Ouais. parler de lui comme ça, parce que, entre guillemets, il a que 29 ans. Enfin, Ouais, ouais, mais, quand on mais ouais. voit ce qu'on fait, bah, Djoko, Nadal et Federer à 35 ans et plus, Ouais, mais des ce que exceptions. même, et même un niveau moindre, par exemple, ce que fait mon fils à 38 ans là, c'est quand même fort. Ouais, mais il fera jamais ça à 38 ans. Medvedev, il sera à la retraite depuis longtemps, je pense. Et donc, je trouve ça triste, parce que c'est quand même un joueur alors, très atypique, mais dans sa manière très beau à voir jouer. Et, euh, et ouais, je trouve ça, c'est vraiment une déception. Peut-être aussi que tu lui faut vraiment encore une saison pour pour se remettre sur le droit chemin. Après, on est qu'en janvier, hein, il y a encore le temps pour qu'il fasse quelque chose en 2025. Mais c'est sûr que cette Open d'Australie qui devait nous rassurer après sa saison vierge de titre en 2024, ça n'a pas été le cas, bien au contraire. Mm. Sinon, dans sa génération, on retrouve Tsitsipas qui a perdu au premier tour contre Mikkelsen. Alors, tu parlais de résignation, là je crois qu'on est en plein dedans pour Stefanos, parce que contre Mikkelsen, il n'y a eu aucun sentiment de révolte, même s'il prend le troisième set, mais on dirait vraiment qu'il est à l'aise avec ça et qu'il préfère limite être dans la boxe de Badoza et l'encourager, quoi. Enfin, c'est assez triste aussi de voir un mec qui a fait deux finales en Grand Chelem à qui un grand avenir a été promis être Bah, aussi bas, quoi. Bah, Tsitsipas, pour moi, c'est pas le même déclin, pas le même type de déclin que Medvedev. Déjà, il est quand même plus jeune, il a 26 ans, donc il aurait encore normalement quelques années de marge. Là où Medvedev, ça reste plus physique qu'autre chose, hein. Le dos, qui vraiment a modifié complètement son service. C'est un problème physique, surtout, je pense, et ça va faire que s'accentuer. Je pense que surtout, Tsitsipas, c'est technique. Voilà. C'est le revers, le slice, le retour de revers qu'il n'arrive pas à bloquer correctement. Il essaie même pas de le faire en chip. Donc voilà, il a c'est des limites techniques. Il est très fort en service en coup droit, mais maintenant que ces forces-là ont décliné,
il a quand même beaucoup baissé avec aussi des soucis au dos, hein, Tsitsipas, en son service. Et le coup droit, pareil. Bah, je pense que on passe d'un joueur qui vraiment avait un profil asymétrique qui était génial parce que vraiment c'était justement c'est hyper atypique aujourd'hui, hein. Maintenant on est sur des profils vraiment uniformes, symétriques des deux côtés. C'est donc un souci technique qui font qu'il va faire que s'enfoncer parce que je pense qu'il trouvera jamais la solution au niveau de son revers. Sinon, il l'aurait quand même trouvé depuis longtemps. Ou alors, qu'est-ce que font ses entraîneurs? Je ne sais pas. Et de l'autre côté, c'est aussi parce qu'il est dans une méta où le jeu asymétrique, ça ne va plus exister. Voilà, on est dans les Mencic, les Fonseca, on voit, c'est des joueurs qui ont qui sont très bons des deux côtés. Revers à deux mains, c'est plus du tout le même, la même façon de jouer. C'est vraiment à la façon à la Djokovic. Donc, Mm. et quand tu vois le head-to-head, Tsitsipas, Djokovic, les 10 dernières confrontations, c'est 10-0. Donc voilà, il n'y a même C'est pas de débat. ouais, c'est compliqué. Mais le truc avec Tsitsipas, c'est que je trouve que cette critique sur son revers, ça n'est pas que de maintenant, quoi. Ça fait au moins Ah deux bah ans, oui, oui. ça fait au moins deux bonnes années Même qu'on plus, voit. 2022, hein. Oui, 2021, fin voilà. 2021. C'est ça. Ça Euh, fait très très longtemps que les observateurs, et donc sinon on le voit, ses adversaires sur le circuit le voient aussi, hein, ils sont pas plus bêtes que nous, et qu'il n'y a aucun progrès. Il y a limite une régression, et que depuis bah, du coup 3 ans, quand un joueur arrive sur le terrain qui a qui passe en face, il martèle son revers, si possible avec un gros lift pour qu'il la prenne haute, et c'est fini. Enfin, le match il est plié. Enfin, c'est quand même fou ouais. de se dire d'un joueur qui a été numéro 3 mondial qu'il n'a pas cette capacité d'adaptation et qu'à l'entraînement, il n'a pas bossé ou mal bossé. Enfin, je sais pas, mais quand tu as un point faible aussi criant qui te fait littéralement perdre des matchs contre n'importe qui, enfin, à un moment, faut le travailler. Enfin, je sais pas, au tout début de sa carrière, Nadal avait aussi un gros point faible côté revers, et avec les années, c'était plus du tout le cas. Enfin, Ouais, ouais, bah c'est voilà. vrai. Alors que ce qui se passe, bah, ça l'est toujours. Et pour un joueur aussi encore jeune et talentueux, c'est triste de se dire ça. Euh, Pour finir avec Tsitsipas, c'est devenu un terrien maintenant. c'est Tsitsipas, ça. pour moi, sur dur, il peut plus rien faire. Il est top 20 sur dur. Sur terre battue, il est encore top 10. Mais la marge a beaucoup diminué. Mais quand même, il peut encore faire des choses sur terre battue. Mais c'est tout. Avec un bon tableau. Mais Voilà, voilà. c'est ça, c'est tout. Et dans le même genre, on a eu aussi Rublev qui a perdu le premier tour contre Fonseca. Rublev qui, alors, c'est pas que le revers est son point faible comme Tsitsipas, mais un peu comme lui, il y a depuis au moins, je sais pas, 3 ans, on le répète, il y a aucun plan B, quoi. Enfin, c'est toujours le même jeu. Quand tu regardes un match de Rublev, tu sais déjà à quoi t'attendre. Ça met cartouche coup droit, cartouche au revers à plat, aucune variation. Et le truc, c'est que bah, même un jeune homme, maintenant, il a compris, quoi. Et Fonseca le bat au premier tour. Pour Rublev aussi, c'est triste, même s'il a jamais été un contender en Grand Chelem. Euh, mais ça reste un joueur qui a déjà gagné plusieurs Master 1000, qui a souvent fait Écart, ouais. des quarts, Surtout des quarts. souvent, voilà, enfin, qui était quand même souvent placé. Et là, de pas au premier tour, mais dans n'importe quel tournoi, que ce soit Grand Chelem, 500 ou 250, c'est la même chose. Et pareil, là, on est un peu sur du déclin côté Rublev. C'est quand même assez triste de voir toute cette génération au global, comment dire, se faire remplacer par celle d'après, enfin même enfin c'est même pas par les 2000, entre 2000 et 2003-4, c'est plus celle encore suivante, Ouais, ouais, c'est ça. 2005, 6, 7. Et se dire que bah, toute la génération 90, t'as que deux grands chelems à son actif, avec Medvedev et Tim à l'US Open. Alors certes, il y a des circonstances qui expliquent ça, parce Oui, bien sûr. ils sont tombés avec le Big Three, mais quand même, à un moment, surtout sur la fin de leur, enfin sur la fin de l'ère Big Three, il y a un manque. Et puis, Tsitsipas a fait une finale où il a quand même mené 2-7-0 à Roland-Garros, Zverev, pareil à l'US Open. Voilà, il y a un peu un déclin global de cette génération qui laisse la place du coup à une nouvelle avec donc Sinner et Alcaraz en tête de liste et donc avec Fonseca, Menchik, Bacevaradit, Tin et encore d'autres ensuite. Euh,
Pour revenir un peu sur cette nouvelle génération, est-ce que toi, il y a un prospect qui t'a tapé dans l'œil ou pas? Ah ben, je pense que c'est un peu évident que c'est Fonseca, hein. Bien sûr. C'est vraiment je pense, le futur crack, hein. Il est monstrueux. Il a que 18 ans. Bon, ok, il a perdu après, mais bon, il a quand même montré qu'il il avait encore du répondant en allant 5-7 contre Sonego. Sonego qui se retrouve quand même en quart de finale, donc mine de rien, il fait un très bon tournoi. Non, c'est un joueur qui bah, a tout pour réussir. Coup droit, revers, il a de l'explosivité, il a une technique qui est magnifique. Donc déjà, les soucis techniques avec lui, ça risque d'être compliqué. Il a encore de la marge, hein, évidemment, au niveau de la gestion des temps forts, au niveau parfois aussi de son retour, mais il a déjà un niveau voilà, exceptionnel. Je pense qu'il finira top 30 la saison minimum. Et voilà, c'est pour moi voilà, l'un des futurs cracks en puissance. Après, on verra ce qu'il fait, hein, mais voilà, je pense que Mensik reste quand même limité sur certains aspects du jeu et Tienne aussi. Voilà, Mensik, c'est ce qui reste limité, c'est quand même la gestion des temps forts. On sent qu'il a du mal. Il a eu des balles de match. Déjà, ça fait 3 matchs en Grand Chelem où il a du mal à finir les matchs et où il se fait remonter, il perd, etc. Donc, je pense qu'il reste plus friable. Et de l'autre côté, Tienne, il est limité physiquement, je pense, par sa taille aussi déjà. Et son style de jeu qui nécessite une concentration, mais complètement colossale, quoi. Voilà, c'est un jeu vraiment tactique, technique, mais il n'y a pas de puissance. Donc voilà, c'est pour ça. Et toi? Ah, bien sûr, je te rejoins sur Fonseca et sur Tin. Je pense que Fonseca, d'ici soit à la fin 2025, s'il est vraiment rapide, mais on va peut-être plus tempérer, et on va dire, allez, dans le premier trimestre 2026, je pense qu'il sera top 10 sûr, et vraiment une des têtes d'affiche du tennis masculin. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs qu'un peu dans ce côté marketing promo qu'il fasse la prochaine Lever Cup euh, Ouais, ouais, c'est possible. dans la Team World. Mm, Euh, mais oui, enfin, il a un fusil à la place du bras, ça va. Et en plus, enfin, il est totalement dans la méta, enfin, dans le style de jeu 2025, où ça frappe très fort des deux côtés. Il a un bon physique. De temps en temps, il sait quand même un peu varier, même si ça reste perfectible. Pour Fonseca, oui, il y a un très bel avenir qui lui est promis. Et pour Lilian Ortiz, la belle surprise de ce tournoi, parce que finalement, de ce groupe-là, c'est lui qui allait le plus loin et qui a eu la plus grosse perf. Euh, et ben, en soi, je pense il va mettre plus de temps à atteindre tout ce qui est top 20, etc. Mais je pense que à force de travail, il va l'avoir. Ça m'étonnera pas que d'ici, déjà que d'ici la fin de la saison, il soit un top 40 bien affirmé. Et qu'ensuite, avec des bons tournois, en allant choper des points dans des 250 et des 500 avec des tableaux assez ouverts, qu'ils qu'ils puissent aller gratter peut-être un top 30 assez rapidement. Pour le moment, vu qu'il est jeune et vu son jeu, je pense qu'il peut embêter plein de gens sur le circuit dans des tournois un peu plus mineurs. Et donc franchement, le Linertin, moi j'y crois. Et puis Manchik, je pense que lui, c'est pas un problème dans le jeu, mais plus de mental, que c'est plusieurs fois que dans un match, il mène un 7-0 en format 3-7 ou 2-7-0 en format 5-7 et qu'il perd. Là encore contre Fokina. Il faut juste mm. qu'il réussisse à passer cette étape mentale et ce sera bon. Mais déjà, ce qu'il a réussi à faire à 19 ans, c'est juste énorme. Donc voilà. Si tu n'as plus rien à rajouter sur cette génération, on va passer vite fait au tableau féminin, où en soi, il y a eu très peu de surprises. La plus grosse surprise, c'est Kim Zhang qui perd au deuxième tour, qui a quand même fait finale l'année dernière, qui part très tôt. Mais sinon, il y a eu assez peu de surprises. Est-ce qu'on considère que Sakari qui perd d'entrée, oui. Mm. Est-ce que c'est encore une surprise vu ses derniers résultats en Grand Chelem depuis 3 ans? Je ne sais pas. Pas vraiment. Voilà. En soi, tout se passe bien. On a une Sabalenka vraiment toujours aussi dominante. Swiatek qui pour l'instant déroule et qui là mène 6-0, 4-1 contre la jeune Lys.
qui est un peu la belle histoire de ce tournoi. Et justement, je pense que c'est plus ça le gros fait marquant de ce tournoi féminin, c'est plus l'histoire de Lise qui est le lucky loser, qui a été prévenu 10 minutes avant son match et qui se retrouve en huitième de finale. Est-ce que tu as pu voir un de ces matchs ou pas, Thomas? Non, j'ai pas pu spécialement Ouais. voir, mais moi j'ai surtout un peu regardé vite fait Sabalenka parce que je Ouais. voulais voir le match contre Mirandriva, Ouais, bah, mais, mais qui qui a a tourné court montré malheureusement. ça, parce que bah Andreeva, malheureusement, elle reste, enfin, je trouve encore un peu frêle Ouais, ouais. pour jouer une Sabalenka tout en puissance. Bon, après, elle est maxi jeune, elle a que 17 ans, 17 ans, ouais, ça donc va, bon, hein. elle a encore beaucoup de temps pour prendre un peu en gabarit. Et puis surtout à son âge, c'est peut-être pas si mal qu'elle soit déjà ultra musclée. Faut prendre son temps. Surtout que enfin, je la trouve pas si grande que ça comparée à des Sabalenka ou des Rybakina ou même Swiatek, hein, Ah bah ouais. qui est pas si petite. Donc bref, bon, elle a le temps. Elle l'avait battu l'année dernière à Roland-Garros, mais Sabalenka était clairement pas à fond. Mais dès qu'elle joue sérieusement et surtout sur dur, ce match-up-là, même si sur le papier il fait rêver, sur le terrain, ça a souvent tourné très court. Mm. Et sinon, là, ce matin, au moment où on enregistre, il y a Madison Keys qui a sorti Rybakina. Madison Keys, dont on parle rarement, mais qui à l'Open d'Australie fait toujours des bons parcours. Elle a fait deux fois une demi-finale. Là, dans son tableau, elle va jouer Svitolina, donc qui est clairement prenable pour elle, qui peut aller faire, enfin, qui va aller chercher une troisième demi-finale à Melbourne et se passer en bonne outsider. Euh, voilà pour ce qui est du tableau féminin. Pour un peu conclure, on va prendre les deux tableaux et faire les pronos des quarts de finale et de la fin de l'Open d'Australie un peu en mode express. On va commencer chez les hommes, où pour le moment nous avons Shelton Sonego, parce que aussi au moment où on enregistre, mon fils vient d'abandonner contre Shelton au tout début du quatrième set. Bon, vu ce mois de janvier, on lui en veut clairement pas. Parce que Non. vainqueur à Auckland, il nous sort Fritz, il sort Joe, Mpechi, Pereka en 5-7 de premier tour. Et il risque bien contre Shelton en faisant trois tie-breaks dans ce match-là. Donc du coup, on Ouais, se il était retrouve bouillé, ouais. voilà, il était cramé, crevé, tout ce que vous voulez. Donc du coup, on se retrouve avec un quart de finale Shelton contre Sonego qui avait bien profité de son tableau vidé de Medvedev et de Tiafoe. Donc, est-ce qu'on est d'accord qu'on part sur Shelton, tous les deux? Ou- Ouais, moi je pars sur Shelton. Ouais, Il a l'air vraiment d'avoir envie. Il a l'envie en fait. ouais, Vraiment. Contre mon fils, il était très expressif. On sent vraiment qu'il va aller chercher la demi. Il veut vraiment, voilà, refaire comme il a fait à l'US Open. Il aime bien les ambiances un peu comme ça, à l'australienne ou à l'américaine. Donc ouais, je pense que ouais, Shelton en voudra plus que son ego et ouais. il passera. Et puis, je trouve aussi que d'un niveau global, euh, Shelton reste meilleur que Sonego. Ensuite, on va garder le grand poulet pour la fin. On va passer au Tommy Paul contre Zverev. Zverev qui a vraiment déroulé sur son tournoi. Pour le moment, il n'y a que Humbert qui lui a pris un set, mais qui a pas fait long feu non plus. Est-ce un Tommy Paul, qui a un jeu assez académique, constant, mais qui a déjà battu plusieurs grosses têtes dans sa carrière, est-ce que tu vois Tommy Paul faire la surprise ou Zverev déroule? Ah, moi, ouais. Bah, honnêtement, j'ai regardé le H2H entre les deux hommes et c'est 2-0 Paul, hein. Ouais, Donc ouais, après, bon, ça date de 2020 et de 2022, donc c'était quand Zverev oui, était pas à son meilleur niveau. C'est pas très représentatif. Donc moi, je pense quand même que Zverev est beaucoup trop solide actuellement. Bon, il a eu des soucis physiques, il a eu du mal au second set contre Humbert quand même, hein. On sait pas ce qu'il a précisément, mais bon, voilà, il est ambitieux Zverev. Le but, ouais, c'est d'aller au moins en demi-finale. Voilà, il n'a pas le choix, il doit au moins aller en demi-finale. Il n'a pas le droit de s'arrêter avant.
En demi-finale, c'est une autre histoire, mais voilà, s'il veut un jour gagner un grand chelem, il peut pas perdre contre des Tommy Paul en quart, quoi. Voilà. Ça. Après, ouais, on a vraiment deux joueurs qui ont passé peu de temps sur les cours. Parce que Tony Paul, à part son premier match contre O'Connell qui a fait 5-7, ensuite il a éclaté Nishikori. Contre Kerbal Banas, ça a pas fait long feu. Et contre un Fokina blessé, il lui a mis 3 fois 600 en 1 heure et demie. Donc Tony Paul va arriver frais. Moi, je pense que ce match peut et va durer. Ouais, je pense aussi, ouais. Je vois bien 5-7. Je vois Alors, bien j'en vois peut-être pas 5-7. 5-7, je vois 4-7, moi. Je Ouais. pense. Moi, je vois 5-7 avec un Zverev qui arrache, malgré tout, avec sa première balle, avec son service Ok. qui est vraiment phénoménal. Euh, Même si le cœur a envie de dire Paul, je pense que là, je vais garder et rester sur la raison et dire que Zverev qui passe quand même. Parce que je le trouve vraiment impressionnant. Enfin, son combo service et la frappe qui suit après en one-two punch, franchement. Il a un combo super fort. Et puis, quand il campe sur sa ligne, c'est quand même très dur de le déloger. Ensuite, tout en haut, nous avons Sinner qui est en quart de finale. Alors, au moment où on enregistre, on ne connaît pas encore son adversaire, parce que le Mikkelsen contre Domino ne s'est pas encore joué. Mais bon, on va pas se mentir que peu importe qui passe, c'est pour se faire broyer en quart, même si Sinner a des problèmes physiques là, contre Rune, où il a tremblé, à un moment, apparemment, il pouvait plus bouger sur côté gauche. Enfin, c'est ce qu'il a dit en conférence de presse. Euh, mais bon, si c'est deux mineurs qui passent, eh ben, c'est un joueur qui n'a jamais battu Sinner. Le head-to-head était 9-0 Sinner. Et Mikkelsen, trop jeune et pas assez puissant. Enfin, est-ce que tu vois l'un des deux hommes faire la surprise contre Sinner ou bon, ou peu importe qui Non. passe, voilà. Non, non, c'est pas. Si, de mineur, je pense qu'il passera parce qu'il est en Australie, il est bon, il a quand même bien déroulé en début de semaine. Mais c'est le paillasson de Sinner. Je crois que c'est Voilà. 8-0 Sinner, un truc du genre. C'est un Sinner en 9-0. moins bien. Donc, sans puissance. Donc, honnêtement, non, non, il n'y a aucune chance qu'il passe. C'est Ok. Sinner en demi directement. Il n'y a même pas de débat. Ok. Et bien sûr, le meilleur pour la fin, Djokovic-Alcaraz. L'énorme match de la nuit à venir là, qui a à heure française, vu que c'est le dernier match de la journée. Il est programmé pour environ 10h30, 11h heure française ce mardi. Bon, là c'est le gros choc, c'est le classique. Mais il me faut un prono, Thomas. Hmm. Moi, je vais partir sur Djokovic. Il a été très Oh, rassurant. Il a été très rassurant cette semaine. Tout le monde disait, je voyais sur Twitter, mais vraiment des délus, des mecs délus, des mecs, des malades en fait, hein, vraiment qui disaient, ah Djokovic, il va se faire sortir au troisième tour contre Marac, oh il va tomber contre les HK en huitième, il va galérer, ça va être un gros test. Ouais, on l'a vu hein, le test, hein. Il leur a mis 3-7 secs à tous les deux. Donc bon, à part le troisième avec les HK, ça a été un peu plus compliqué, mais bon, autant dire que on peut pas ne jamais sous-estimer Djokovic à l'Open d'Australie. Les gens l'oublient en fait. Il a gagné 10 fois le tournoi. bien C'est quand même pas sûr, anodin. bien Donc sûr. à un moment, bon, faut arrêter de dire de la merde, hein. Là, je parle aux Faut- twittos qui disent de la merde. ouais. Voilà. Et bah, Djokovic, là, il peut prendre Alcaraz, honnêtement, vu le niveau qu'il a affiché. Il peut prendre Alcaraz. Alcaraz, il revient un petit peu, il a un nouveau service. Ça fluctue, il a eu du mal hein, contre. Ah merde, contre le tour précédent, j'ai oublié l'adversaire. Euh, Alcaraz, attends, Alcaraz, il a joué. Pourquoi j'ai un trou aussi? Attends, j'ai le C'était un tableau. match oubliable, c'est pour ça. J'ai le tableau contre Draper. Ouais, voilà, bon, Draper était pas là. Il a quand même galéré pour le premier set. Il avait 35% de première, un truc du genre. Donc c'est fluctuant quand même. Contre Djokovic, ça se paye cash. Il le perd le premier set. Ouais, Donc, c'est vrai. moi, je pense Djokovic en 4-7. Voilà, 4, 5, Ok. 4 ou 5-7, mais je pense Djokovic passe. Ok. Moi, quand on avait fait les pronos avec Alice, on avait tous les deux pronostiqué ce quart de finale, bien sûr. Alice avait dit un Alcaraz qui passe, mais dans la douleur, je crois, en 4 ou 5-7. Moi, j'avais été très clair en disant que Alcaraz gagnait facilement 3-7-0. Ouais. Maintenant qu'on en a vu, qu'on a vu les matchs, je vais rester sur Alcaraz. Ok. Le 3-7-0, je l'assume un peu moins.
j'avoue. Mais ça reste possible, hein, mais un 3-7-0 un peu serré, genre 7-6, 6-4, 7-5, un truc comme ça. Mais bon, là, je vais peut-être plus dire Alcaraz en 4, Ok. parce que je pense que les deux premiers sets vont être très longs. Et je pense que là, vraiment, c'est le physique et la vieillesse de Djokovic qui va faire, qui va le faire chuter, hein, parce que on l'a déjà vu l'année dernière, enfin, quand les matchs vraiment durent beaucoup avec une adversité, souvent ça craque. Enfin, moi, je repense notamment à Roland Garros contre Musetti et Cerundolo, où il a du mal, hein, ce qui est totalement logique à son âge, mais Ça, euh, c'est sur terre battue, n'oublions pas, hein. C'est pas sur dur. aussi, aussi. Mais là, Alcaraz en face. Après, il va voir le public contre lui, et ça, il adore ça. C'est une donnée à prendre en compte. Mais je reste sur Alcaraz en 4-7, mais les 4-7 seront serrés, hein. Au minimum, ça sera 6-4, hein. Il y aura pas moins. Voilà. D'accord. Ok. Sinon, très express et sans donner de détails, juste en demi-finale, donc Sinner Shelton, Sinner. Sinner aussi. Et du coup, toi, c'est Djokovic Zverev. Ouais, bah moi, je vais dire, je veux le run de Djokovic, hein, donc j'ai pas envie que Zverev gagne aille en finale, donc Djokovic Je aussi. peux. Donc moi j'ai Alcaraz, Zverev, et malheureusement je vais dire Zverev parce que Ouais, ok. Le bah oui, parce que Alcaraz mec, il est solide. pas seulement cramé, Zverev est très solide et a un bon head-to-head contre Alcaraz. Là, il avait déjà battu à l'Open d'Australie l'année dernière. C'est vrai. Et c'est une match-up, surtout sur dur, qui maîtrise bien, je veux dire Zverev. Et donc pour toi, finale Sinner, Djoko, Ouais. qui gagne à la fin? Bah honnêtement, là, je vais être très simple. Le cœur dit Djokovic, la raison dit Sinner, hein. Vraiment. Ok. Donc, Après, Sinner, on a vu qu'il avait des soucis physiques, mais bon, enfin, je pense que le prochain match ce sera dissipé, donc à voir. Mais ouais, allez, je vais trancher. Je vais quand même dire Djokovic le 25e. Voilà. ok. Et donc, moi, Voilà. j'ai Sinner Zverev, et Sinner fait le back-to-back à, Me- Ouais. Ok. à Melbourne parce que pour le coup, Sinner a toutes les armes pour, euh, pour détruire Zverev. Je dirais même si Sinner en 4-7. Voilà, on passe très vite chez les femmes parce qu'il nous reste peu de temps. Donc, premier quart de finale, Sabalenka contre Pavlyuchenkova. Bon, je pense qu'il y a, Pas un suspense, hein, voilà, je pense Sabalenka. qu'il y a pas de suspense et vous comprenez pourquoi Sabalenka. On descend plus intéressant et plus serré. Coco Gauff contre Badoza. Gauff. Elle a pris une Euh, nouvelle dimension, Gauff, hmm, depuis quelques ouais, temps. Depuis le Masters. Gauff aussi, mais moi je vois bien 3-7. 3-7, un peu serré quand même. Je serais vraiment très surpris si Gauff gagne vite. Oui, moi je suis d'accord avec toi. Je dis la même chose. Ensuite, nous avons Keys, Svitolina. Moi, Ah, ouais, vas-y. j'irais Vas-y. sur Madison Keys. Ouais, moi je vais dire qu'ils aussi. Ouais, je Parce pense que Svitolina sera un peu que, juste. parce que je pense que sa puissance de frappe va faire la diff contre la défense de Svitolina, personnellement. Ouais, je suis d'accord. Je suis un peu dans le même style. Et ensuite, nous avons Swiatek qui vient à l'instant de gagner 6-0 sur 6-5 contre la jeune Lys. Et en face d'elle, c'est soit Navarro, soit Kabatkina, mais qui là actuellement sont à 2-0, Navarro dans le troisième set au moment où on enregistre, et Kabatkina qui a sauvé 3 balles de match dans le deuxième set. On va faire les deux scénars. Si c'est, enfin, à moins que pour toi, est-ce que si, enfin, peu importe si c'est Navarro ou Peu Kazakh, importe. peu importe Pour moi, si c'est c'est ça Swiatek qui qui passe, gagne. Ouais. je vais te rejoindre parce que je trouve que les deux sont assez fébriles. Enfin, enfin, ils sont pas assez clutch. Il y a beaucoup de matchs où les deux auraient pu finir plus vite. Oui, 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 clairement. Donc ouais, peu importe qui passe, je vais dire Fiatek. Donc ce qui nous amène en demi-finale à du Sabalenka Goff là-haut. Match très intéressant, très serré. Sabalenka. Ouais, Trop forte je, sur dur. je sais que Alice, dans les pronos, vous voyez Goff passer.
et vous voyez Goff même aller au bout. Ah, ouais. Je vais pas la rejoindre. Je vais essayer avec Sabalenka, mais pour le coup, la 3-7 vraiment serré, match qui dure minimum 2h30 et candidat match 2 de l'année potentiellement chez les filles. Ouais, ouais, Et ouais. en bas, nous avons Kiev Swiatek. Du coup, tous les deux. Scientech. Moi, je vais peut-être voir Kiev hein, en Ok. grosse surprise. Parce que bah, Swiatek, ça a jamais été son point fort, Melbourne. Et Kiev a vraiment le jeu pour la faire chier, un jeu très en cadence, très en puissance. Et qui agresse beaucoup. Et ça, c'est vraiment le style de jeu que Swiatek déteste de jouer, comme Rybakina. Donc moi, je vais aller sur la surprise de Madison Keys en finale. Et donc, du coup, D'accord. tu as Sabalenka Swiatek en finale, toi. Et Bon, donc, moi, Sabalenka, hein. Sabalenka Trop fort sur dur. pour le triplé split, ce qui serait exceptionnel et Mm. historique. De mon côté, Sabalenka Keys, ouais, je vais pas faire plus de suspense, Sabalenka aussi, qui fait également le triplé. Je reste fidèle à mon pronostic pré-quinzaine. Donc voilà. Sinner et Sabalenka remportent l'Open d'Australie. Voilà. Pardon, d'Australie, ça ne bouge pas. Voilà, voilà. Donc, bah, sur ce, on vous souhaite une bonne journée. On se retrouve le dimanche prochain pour débrief la deuxième semaine et pour voir qui a gagné et surtout toutes les match très intéressantes qu'on a jusque-là. On vous souhaite une bonne journée et puis à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Salut, salut.